Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer le programme de l'unité d'enseignement puériculture, néonatologie et pédiatrie. La pédiatrie est une des matières maîtresses de l'enseignement des futures sages-femmes. En effet, la sage-femme est le professionnel de santé qui sera le premier en contact avec l'enfant au moment de sa naissance. Ainsi, la sage-femme sera amenée à examiner le nouveau-né, à le surveiller à la maternité ou dans les 30 premiers jours de vie. Elle devra pour cela connaître parfaitement le nouveau-né sain, le nouveau-né normal à terme, ses rythmes de vie, ses compétences. Elle autorisera sa sortie de la maternité et sera à même de donner tous les conseils aux parents concernant le suivi médical hors maternité de cet enfant, les examens de santé, les vaccinations, etc. Nous le verrons quand nous définirons ce que c'est que la puériculture, mais nous ne pouvons pas commencer cette unité d'enseignement de pédiatrie sans parler de puériculture. Cette première intervention concernera donc les généralités. Les grands objectifs de ce module de puériculture vont tourner autour de l'acquisition, pour vous étudiants sages-femmes, des connaissances fondamentales sur la santé du nouveau-né et de l'enfant. Avec un petit peu de pratique et après avoir appris les cours que je vous présente autour de la puériculture, vous serez capable de réaliser un examen clinique de nouveau-né, normal à terme. Vous maîtriserez complètement la surveillance de ce nouveau-né en maternité ou en tout cas durant son premier mois de vie, et vous serez capable de le prendre en charge dans toutes les situations. Il ne présente pas de pathologie. Concernant l'intervention d'aujourd'hui, intervention sur les généralités autour de la puériculture et de la pédiatrie, nous verrons tout d'abord en introduction ce qu'est la puériculture et ce qu'est la pédiatrie. Nous parlerons ensuite de la place de l'enfant dans la société et nous terminerons par quelques notions épidémiologiques qui seront importantes pour la suite de l'enseignement de puériculture et de pédiatrie. Il y a autant de différences entre puériculture et pédiatrie qu'entre soigner et guérir. L'un ne va pas sans l'autre, pourtant ils sont différents. D'après Wikipédia, la puériculture est l'ensemble des pratiques et des savoirs qui se rattachent au fait d'élever et de soigner des enfants en bas âge. En fait, cette définition n'est pas tout à fait vraie. Il faut commencer par définir la pédiatrie pour pouvoir définir ce que c'est que la puériculture. La pédiatrie, c'est la médecine de l'enfant. C'est la médecine qui étudie le développement psychomoteur, physiologique et pathologique de l'enfant. La pédiatrie comprend la puériculture, le contrôle du développement, la promotion de la santé chez les enfants normaux, la prévention des maladies, ainsi que le diagnostic et le traitement des enfants malades. Vous voyez donc que la puériculture est inclue dans la pédiatrie. Par convention, on dit que la pédiatrie s'occupe des enfants de la naissance jusqu'à l'âge post-pubertaire. Et il faut savoir, surtout dans la profession que vous avez choisie, que la néonatologie est une branche de la pédiatrie qui concerne spécifiquement les nouveau-nés. On le reverra un petit peu tout à l'heure, mais en France, jusqu'au XVIIIe siècle, les professions intellectuelles se désintéressaient complètement de l'enfant et le mot pédiatrie, païdos et iatros, n'est apparu qu'en 1872. En fait, le nouveau-né reste longtemps considéré comme un simple tube digestif, sans compétence, dénué complètement de sentiments et de sensations. Et au cours du XIXe siècle, il va y avoir un essor important de l'ensemble des actions de prévention et des actions sociales autour de l'enfance qui va être mis en place. On le verra tout à l'heure, et pour la pédiatrie comme pour toute la médecine, les grandes découvertes vont se faire au cours du XXe siècle, et les progrès vont donc suivre ces découvertes et permettre une meilleure prise en charge des enfants malades. La puériculture, donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le volet préventif de la pédiatrie. En fait, l'ensemble des soins qui vont être prodigués aux enfants, les soins de confort, les soins d'hygiène, l'ensemble des conseils qui vont être prodigués aux parents,
l'ensemble des surveillances qui vont être mises en place dans certaines situations, comme la naissance, vont permettre la prévention et le dépistage des troubles, des maladies ou des handicaps. Chez le nouveau-né spécifiquement, la puériculture va concerner l'accueil de l'enfant au moment de la naissance, la mise en place de son alimentation, la mise en place de la relation de cet enfant avec ses parents et son comportement dans tout type de situation. Comme je vous le disais, guérir et soigner sont indissociables mais sont différents. C'est cette différence que les anglo-saxons font dans le to cure, le soin-traitement, et le to care, le soin prise en charge. Ces deux dimensions de la médecine, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, sont indissociables et complémentaires. Alors qu'est-ce que la puériculture va permettre de prévenir et qu'est-ce que la pédiatrie va permettre de soigner? Des problèmes et des maladies qui vont être variables déjà selon le niveau de développement de la société. La pédiatrie n'aura pas les mêmes objectifs selon où elle est pratiquée. Dans les pays en voie de développement, les enfants souffrent essentiellement de malnutrition et d'infections, que ce soit des infections digestives dues à l'absorption d'eau non potable par exemple, ou que ce soit des infections virales, parasitaires ou bactériennes comme le sida, la malaria ou la tuberculose. Dans les pays industrialisés, sont d'autres types de problématiques qui seront gérées par la pédiatrie, problématiques des limites de la vie, qui peuvent avoir un retentissement éthique, la prématurité, la correction d'anomalies létales ou non viables, mais aussi les traumatismes, comme les accidents de la voie publique ou les accidents domestiques, ou encore des allergies. La puériculture et la pédiatrie vont donc permettre d'augmenter l'espérance de vie, ou en tout cas c'est un des objectifs indirects de leur pratique. Il faut savoir que l'espérance de vie elle augmente de 3 mois par an dans les pays industrialisés. Une fille qui naît aujourd'hui dans un pays industrialisé a une chance sur 2 d'être centenaire. Cela grâce au progrès scientifique des siècles derniers, en tout cas du siècle dernier, au niveau de l'hygiène, de la vaccination, la découverte des antibiotiques, et de progrès technologiques qui concernent des moments de la vie bien particuliers, la réanimation, la création de médicaments, le génie génétique. Tous ces progrès, tout ce travail autour de la gestion et de la prévention de la maladie et des problèmes existe déjà pour les nouveau-nés. Tous les nouveau-nés ne naissent pas sains, normaux, à terme, et même ceux qui naissent normaux et à terme peuvent développer des problématiques particulières qui doivent être dépistées par la puériculture. Pour terminer, pourquoi est-ce qu'on a créé une discipline particulière, la pédiatrie, qui comprend donc la néonatologie, l'étude du développement, la puériculture? Tout simplement parce qu'on ne soigne pas enfants et adultes de la même manière. Les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Ils n'ont pas non plus les mêmes demandes. Ils ont besoin de leurs parents, de la présence de leurs parents. Ils ont besoin d'un environnement particulier. Ils ont besoin d'être entourés d'autres enfants. Ils ont besoin d'explications particulières, adaptées à eux, à leur âge. Tous les soins aux enfants doivent être adaptés à leur âge et à leur compréhension. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, en vous disant qu'avant le XVIIIe siècle, les enfants étaient très peu considérés, ou en tout cas considérés comme des tubes digestifs.
comment est-ce que la place de l'enfant dans la société a évolué au cours des siècles, et aujourd'hui, quelle place a-t-il exactement? Avant que la puériculture soit créée et soit un outil de prévention efficace, le moyen de lutter contre la mortalité infantile, c'était de faire un maximum d'enfants. Jusqu'au XVIe siècle, le décès d'un jeune enfant était considéré comme quasi normal et en tout cas revêtait peu d'importance aux yeux des parents. Montaigne écrivait dans ses essais que lui-même avait perdu 2 ou 3 enfants, 2 ou 3, il n'en avait déjà pas le compte exact, dans la petite enfance, puisqu'ils étaient en nourrice. Peut-être avait-il quelques regrets, en tout cas ça ne le fâchait pas plus que ça. C'est au cours du XVIe siècle que une nouvelle sensibilité à l'égard de l'enfant va commencer à apparaître, puisque les premiers livres de puériculture, comment élever son enfant, vont être écrits. En fait, les médecins vont dès lors enseigner les gestes maternels, ils vont apprendre à prendre en charge les enfants, et du coup, ils vont commencer à avoir une vision différente de la place de l'enfant, selon ce qu'ils imaginaient de la relation qui pouvait exister entre celui-ci et sa mère. Un petit peu plus tard, au cours du XVIIIe siècle, la famille va même se voir dérober le rôle de protection de l'enfant par les médecins. En effet, la pédiatrie se développant, les médecins s'intéressant de plus en plus aux enfants, ils vont devenir les protecteurs naturels des enfants contre les dangers de la vie quotidienne et contre les maladies. C'est l'époque de Rousseau qui va apprendre aux parents à changer le regard qu'ils portent à leur progéniture. Rousseau va montrer dans Émile que les enfants sont capables de montrer ce qui est bon en l'humain. Malgré tout, le bébé jusqu'au XIXe siècle est encore absent des livres de puériculture, parce que les livres de puériculture expliquent aux mères comment élever leurs enfants, et non pas comment les enfants grandissent. Il est toujours considéré comme un tube digestif qui crie, qui dort et qui mange. En gros, c'est un objet qu'il faut plier aux régularités sociales. Le bébé doit se plier à l'autorité parentale, aux heures de repas et à tout ce qui régit la vie des parents. C'est le développement de la psychologie qui va permettre un grand tournant en pédiatrie et en puériculture au cours du XXe siècle. Le développement de la psychologie va permettre d'expliquer comment le bébé évolue, comment l'enfant grandit, et la puériculture va devenir un petit peu plus souple. Les parents vont moins essayer de plier les enfants aux régularités sociales, essayer de prendre plus de plaisir avec eux. Ils ne vont plus essayer de modeler leurs enfants, mais plutôt essayer de leur apprendre à s'intégrer à leur vie et à s'intégrer au tissu social. De plus, la prolongation de la scolarité va maintenir les enfants de plus en plus tard dans un état de dépendance à l'écart de la famille et de l'école. Ces évolutions sociétales et scientifiques vont amener une certaine appréhension de l'avenir et affirmer la contrainte de conditions socio-économiques défavorables qui vont avoir un retentissement sur le désir d'avoir un enfant et sur l'éducation de ces enfants. La fin du XXe siècle va raconter non plus l'épanouissement de l'enfant, mais plutôt l'épanouissement des parents. Et on va voir que la présence du ou des enfants devra gêner le moins possible leur existence et leurs activités. Alors c'était déjà quelque chose qui était vrai au XVIe siècle et avant, quand on plaçait les enfants en nourrice, mais c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance au cours du XXe siècle, et du coup, qui, associé au progrès scientifique autour de la contraception, va permettre de programmer la conception des enfants. Henri Léridon, sociodémographe, écrit que c'est la conception qui doit être décidée à notre époque, et qu'il est nécessaire de trouver des raisons pour avoir un enfant, et qu'on ne se contente plus d'avoir des raisons de ne pas en avoir. Il faut savoir que c'est en novembre 89 que l'ONU s'attarde sur les droits de l'enfant
en adoptant la Convention internationale des droits de l'enfant. Un certain nombre de pays, industrialisés ou en voie de développement, l'ont ratifié et se sont engagés à modifier progressivement leur législation pour l'adapter aux nouveaux droits de l'enfant. Donc vous voyez qu'on prend à la fois conscience, depuis le XXe siècle, de l'enfant en tant qu'être humain à part entière. Malgré tout, c'est l'épanouissement des parents qui reste important. Et donc l'enfant moderne, ce n'est pas un enfant roi à qui on doit tout et qui peut tout se permettre. C'est plus non plus l'objet qui n'a pas le droit à la parole, qui n'est qu'un tube digestif et qui doit se plier aux contraintes sociales. L'enfant devient une notion complexe, une notion qui évolue toujours, qui évoluera en fonction des progrès scientifiques, en fonction de l'évolution de la société, et qui actuellement a besoin de ses parents, qui eux-mêmes ont besoin des professionnels de santé, afin de les aider à se construire. La puériculture et la pédiatrie s'occupent de l'enfant, mais ne peut pas ne pas tenir compte de son environnement. On pourrait dire qu'actuellement, pour le monde du travail, l'enfant est une gêne. Sa naissance, son existence, son développement requiert du temps et des soins, ce qui est considéré comme un handicap pour un parent salarié, et en particulier la mère. Il existe une pression importante du monde du travail sur les parents, sur les pères, afin qu'ils s'investissent tout entier dans leur emploi, mais aussi sur les mères, envers lesquelles le monde du travail est méfiant, surtout si elles ont plusieurs enfants, si elles travaillent à temps partiel. Autrefois, les soins de puériculture se faisaient de manière familiale. La transmission des gestes, des connaissances, se faisait de mère à fille. De plus, les différentes générations vivaient proches les unes des autres. Et puis la future mère, ou la jeune mère, s'était souvent déjà occupée d'autres bébés dans la famille. Au fil du temps, et surtout au fil du XXe siècle, la médicalisation du suivi de la grossesse et de la puériculture a amputé ces transmissions de savoir-faire entre les générations. De plus, les familles sont éclatées. Il n'est pas rare de voir des parents isolés de leurs propres parents, et donc désormais les parents doivent apprendre à s'occuper des enfants. Ils ne peuvent plus retrouver des gestes ancestraux, puisque le tissu familial est distendu. Ce sont donc les équipes des maternités qui vont prendre soin de ces couples qui vont devenir parents, équipe des maternités ou bien équipe de proximité, en ville, hors structure hospitalière. Sans ces personnes qui savent, ce personnel soignant, les parents vont être perdus. Alors ils vont chercher un réconfort dans des lectures, plus ou moins psychologiques ou médicales, afin de toucher du doigt les meilleures manières de faire. C'est donc le lieu de la naissance actuellement qui peut constituer un lieu de transmission du savoir de puériculture. Et donc les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture vont transmettre un maximum d'informations et de pratiques pour que les parents gagnent en autonomie et se forment à devenir parents. La fin du XXe siècle et le début du XXIe présentent des optiques de politique de santé qui risquent de précipiter cette formation en accéléré afin de pouvoir créer des parents parfaits en un temps record. Si nous tombons dans ce travers en tant que professionnels de santé, notre travail va se réduire à la transmission des techniques et non plus d'un savoir-faire ou d'un savoir se comporter. Enfin, on ne peut pas parler de l'enfant sans parler de la mère. La mère, elle porte d'abord son enfant dans son imaginaire, après elle le porte dans son utérus, et enfin elle le porte physiquement dans les bras. Mais une mère ne peut pas entourer son bébé si elle-même n'est pas entourée. Toute cette mise en place, entourer la mère, qui va pouvoir imaginer son bébé, le porter dans son ventre et le porter dans ses bras ensuite, c'est ce qu'on appelle le portage psychique, qui permettra à l'enfant d'acquérir un bon développement, que ce soit au niveau psychomoteur ou sensoriel. Il est donc important de saisir ce que représente l'accompagnement à la parentalité.
C'est ce que font tous les jours les soignants de maternité et les soignants de proximité qui travaillent autour de la petite enfance et de la grossesse. Et ça représente des conditions de temps minimales et des conditions de disponibilité importantes qui permettent une transmission humaine de relations et d'informations. Ainsi, les soignants ont une place prépondérante dans l'accueil de l'enfant au sein de la société. L'enfant n'est pas un bien de consommation qui peut être parfait ou qui peut être rejeté. L'enfant est un être humain qui a besoin d'être entouré par ses parents, qui eux-mêmes ont besoin d'être entourés pour qu'ils puissent tous se construire. Pour terminer cette introduction à la puériculture et à la pédiatrie, nous allons aborder quelques notions d'épidémiologie. Nous parlerons d'indicateurs de natalité et d'indicateurs de morbidité et de mortalité. Les indicateurs de natalité sont nombreux. Le nombre de naissances vivantes est le plus simple de tous les indicateurs. Le nombre de naissances vivantes ne renseigne pas nécessairement sur le dynamisme démographique d'une population. Prenons un exemple délibérément extrême. S'il y a 100 000 naissances annuelles dans une population de 1 million d'habitants, et s'il y a 200 000 naissances dans une population de 10 millions d'habitants, la seconde population a beau avoir 2 fois plus de naissances que la première n'en a pas moins un dynamisme démographique beaucoup plus grand. À titre indicatif, en 2005, en France, sont nés 774 355 bébés, en 2006, un peu plus de 796 000, et en 2008, environ 834 000. Le taux de natalité est un autre indicateur de natalité, il est parfois désigné sous l'appellation de taux brut de natalité. C'est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année. On l'emploie très fréquemment, mais il n'est pas forcément un indicateur très pertinent du dynamisme démographique d'une population. En effet, ce taux se rapporte à l'ensemble de la population et non pas spécifiquement aux femmes fécondes d'une population, et plus particulièrement celles qui ont entre 20 ans et 35 ans, sont elles qui sont à l'origine des naissances. En France, en 2004, le taux de natalité était de 12,8 pour 1000, et en 2008 de 13 pour 1000. Un troisième indicateur de natalité, parmi le grand nombre d'indicateurs qui existent, est l'indicateur conjoncturel de fécondité, ou aussi indice synthétique de fécondité. Cet indicateur résume la fécondité d'une année donnée. Pour pouvoir le calculer, on effectue la somme des taux de fécondité par âge de cette année. En fait, il mesure le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité qu'on observait pendant l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Depuis la fin des années 90, l'augmentation de la fécondité en France est nette, puisque on note désormais en 2008 201,8 enfants pour 100 femmes. En 2006, il y avait en France 190 enfants pour 100 femmes. Afin de bien comprendre les différents indicateurs de morbimortalité, il est important de connaître les définitions des différentes périodes périnatales. Les périodes périnatales sont définies en fonction de leur moment par rapport à la naissance. Elles se décomposent en deux grands types, les périodes anténatales et les périodes postnatales. En anténatale, on parle de vie fœtale. En postnatale, la période infantile est la période qui se déroule entre la naissance et la fin de la première année de vie de l'enfant. Elle-même se décompose en deux périodes. La période néonatale, entre la naissance et le 27e jour de vie, et la période post-néonatale, entre 27 et 365 jours de vie. La période néonatale se décompose elle-même en période néonatale précoce. Cette période correspond à la période durant laquelle l'enfant et la mère sont hospitalisés à la maternité, entre 0 et 6 jours. La mortalité fœto-infantile désigne la somme des enfants sans vie et des décès d'enfants de moins de 1 an. En effet, si vous avez compris la définition des différentes périodes périnatales autour de la naissance,
La mortalité fœto-infantile correspond à ce qui se passe avant la naissance. Fœtaux sont donc les enfants nés sans vie. Et la période postnatale durant la première année de vie, puisque la période infantile est la période correspondant à la première année de vie de l'enfant. Le taux de mortalité fœto-infantile est donc le rapport du nombre d'enfants sans vie et d'enfants décédés à moins de 1 an à l'ensemble des enfants nés vivants et des enfants nés sans vie. Quand on parle de mortalité infantile, on se contentera de calculer le taux de mortalité infantile des enfants donc décédés à moins de 1 an par rapport à l'ensemble des enfants nés vivants. La mortalité néonatale désigne les enfants qui sont décédés à moins de 28 jours ou ceux qui sont décédés à moins de 7 jours de vie, ce qu'on appelle la mortalité néonatale précoce. La mortalité périnatale désigne la somme des enfants nés sans vie et des décès d'enfants de moins de 7 jours. En fait, la mortalité périnatale prend en compte la période fœtale et la période néonatale précoce. C'est donc le taux de mortalité périnatale et donc le rapport du nombre d'enfants sans vie et d'enfants décédés à moins de 7 jours sur l'ensemble des enfants nés vivants et des enfants nés sans vie. La mortalité post-néonatale désigne les décès d'enfants de plus de 28 jours et de moins de 1 an. Et la mortinatalité désigne les enfants qui sont nés sans vie, le nombre de morts fœtales après la 28e semaine d'aménorrhée rapporté à 1000 naissances totales. Pour information, d'après l'OMS, la mort maternelle est le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite. Les morts maternelles se répartissent en 2 groupes. Les décès par cause obstétricale directe sont ceux qui résultent des complications obstétricales. Le deuxième groupe est le décès par cause obstétricale indirecte, maladie préexistante ou affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse. La mort maternelle, elle représentait en 1996 13,2 décès pour 100 000 naissances, 7,4 en 1999 et 7 pour 100 000 naissances en 2004. Le taux de mortalité infantile a baissé de façon constante depuis les années 50. La moitié des décès survient au cours de la première semaine de vie. Et on note qu'en 2005, elle représente 3,6 pour 1000 en France. La mortalité néonatale a aussi diminué régulièrement depuis les années 50. Elle s'est stabilisée depuis 1994 aux alentours de 2 à 3 pour 1000. Quand on regarde les courbes épidémiologiques, on note que le taux de mortinatalité a fortement augmenté en 2002. Ceci est dû au changement de définition de l'acte d'enfant né sans vie. Pour information, et on en reparlera dans le cours dédié à la mort subite inexpliquée du nourrisson, il y a une diminution importante des décès par mort subite inexpliquée. C'est une diminution de 75% que l'on note entre 1991 et 1997, puisque nous sommes passés de 1464 cas à 358 en France. Cette diminution importante a débuté depuis que la position couchée sur le dos est recommandée. Il faut savoir que le syndrome de mort subite représente 10% des décès des nourrissons. Concernant les facteurs intervenant sur la mortalité, il y a des facteurs de risque liés à l'enfant, par exemple les grossesses multiples, l'âge gestationnel et le poids de naissance, puisque plus l'âge gestationnel s'approche du terme, plus le risque de mortalité décroît, il en va de même pour l'augmentation du poids de naissance, les retards de croissance intra-utérin qui aggravent le pronostic à âge gestationnel comparable, et le sexe, puisque dès la naissance il existe une surmortalité masculine. Il existe ensuite des facteurs de risque liés aux caractéristiques sociodémographiques, la situation sociale, l'âge maternel et la parité maternelle.
En effet, la mortalité périnatale est plus élevée chez les femmes de moins de 20 ans et de plus de 35 ans, et il en est de même chez les femmes de parité élevée. Enfin, les facteurs de risque liés à la prise en charge médicale, le développement de l'organisation des soins en fonction du niveau de risque des femmes et des nouveau-nés améliore les chiffres. Ainsi, il a été démontré que les naissances à 32 semaines ou moins, ayant lieu dans une maternité sans service de réanimation néonatale, avaient logiquement un risque plus important de décès ou de séquelles. Depuis quelques années, la maturation fœtale par corticothérapie anténatale en cas d'accouchement prématuré réduit la mortalité néonatale et la morbidité. Enfin, la diffusion et l'amélioration des techniques de diagnostic anténatal contribuent à la réduction de la mortalité néonatale, du fait surtout des interruptions de grossesse secondaires à un diagnostic anténatal. Comme je vous le disais en introduction, les pratiques diffèrent entre pays, voire entre des régions d'un même pays.